C'est un atelier très prestigieux de la FN à Herstal, la John Moses Browning Collection. Une vingtaine d'artisans y exercent leur art avec passion. Ils s'y perpétuent un savoir-faire unique, transmis d'artisan à artisan, de génération en génération. Nous allons partir à la découverte de ces artisans, suivre étape après étape la fabrication à la main et sur mesure de leur plus prestigieux modèle, le B25, B pour Browning, 25 pour l'année de sa conception, 1925. B25 est le chef-d'œuvre absolu de John Moses Browning, c'est sa dernière réalisation. À l'origine du B25, John Moses Browning, né en 1855 et qui vivait dans l'Ouest américain au temps du Far West. Il est venu travailler à Herstal jusqu'à la fin de sa vie. Il est considéré comme l'inventeur le plus prolifique, tout secteur industriel confondu. C'est un personnage incontournable de l'histoire de l'armurerie. Le vrai Big Bang de l'armurerie contemporaine s'est fait à la FN. Un siècle après sa conception, le B25 est toujours considéré comme un chef-d'œuvre du genre qui contribue au renom international de la région liégeoise. Un historien, un professeur d'école d'armurerie, un champion de tir et un armurier seront nos témoins. C'est une arme qui peut tenir, je pense, plusieurs siècles. Beaucoup de tireurs français sont avec des Browning parce que pour la qualité. Début des années 1900, dans la cour de la FN Herstal, au milieu des notables de l'entreprise, une haute silhouette surmontée d'un chapeau clair, c'est lui, John Moses Browning, tout droit venu du Grand Ouest américain. Avec lui, Herstal va devenir le berceau mondial de l'armurerie du XXe siècle. À l'origine, Browning est armurier aux États-Unis, il travaille à Ogden. C'est un inventeur, riche en la matière. Il a déposé énormément de brevets. Je crois que, si mes souvenirs sont bons, c'est 128 brevets déposés, donc ce qui est déjà tout à fait colossal. Et au niveau des systèmes, il va à chaque fois inventer des choses qui sont beaucoup mieux que ce qui existe déjà. Il travaille essentiellement avec Oliver Winchester, pour la firme Winchester. Dans le même temps, à Herstal, un des directeurs commerciaux de l'entreprise, Hartoberg, est envoyé aux États-Unis et lors d'une rencontre chez Colt, il s'entretient avec John Moses Browning qui lui parle de ce brevet, de ce pistolet semi-automatique. Ce brevet, c'est celui d'une arme qui se recharge automatiquement après chaque coup tiré. Ce mécanisme, plus compliqué à mettre en œuvre, est tout nouveau à l'époque. Aux États-Unis, on ne croit pas forcément aux armes semi-automatiques. On croit dur comme fer aux armes à répétition, les armes de la conquête de l'Ouest. Alors qu'en Europe, on marque un intérêt assez important pour cette grande évolution technologique dans l'armement qui, et ça va se confirmer, va révolutionner l'armurerie contemporaine. Browning se déplace en Belgique, rencontre la direction de l'entreprise et va tout de suite signer un accord pour produire ce pistolet semi-automatique. Va suivre un autre accord avec le fusil Auto 5, qui est aussi un fusil semi-automatique à 5 coups. Et ces deux accords vont faire naître en fait une histoire pérenne pour l'entreprise jusqu'à nos jours. La rencontre de John Moses Browning avec la FN va sceller ce que va devenir l'armurerie contemporaine. Le vrai Big Bang de l'armurerie contemporaine s'est fait à la FN. En 1907, John Moses Browning autorise la FN à utiliser son nom comme marque des armes qui sont entièrement fabriquées en Belgique. Et donc Browning va faire énormément d'allers-retours entre les USA et la Belgique. Il va venir régulièrement à Herstal, il y a même un bureau. Et alors, c'est quelqu'un qui est apprécié au sein de l'entreprise, qui se balade, qui va dans les ateliers. D'ailleurs, les ouvriers l'appellent le maître. C'est quelqu'un qui va dispenser ses conseils auprès des ouvriers, des cadres de direction. Il veut que ces armes soient produites de la meilleure des façons et il s'implique jusqu'au bout des choses. Après la Première Guerre mondiale, John Browning travaille à ce qui sera son ultime invention, le B25. C'est une révolution. Plutôt que de faire une arme avec des canons juxtaposés, il crée un fusil à canons superposés. John Moses Browning meurt d'une crise cardiaque en 1926 à Herstal. C'est son fils, Val Allen, qui terminera le projet.
Le B25 est intéressant dans le sens où, comme ces canons sont superposés, on considère dans la pratique de la chasse ou du tir sportif que la prise de visée est plus évidente que sur un canon juxtaposé. Ça va être une des lignes, en tout cas un des axes de discours commercial autour du B25. Et l'autre point, c'est de développer un fusil qui a des qualités en termes de robustesse, de fiabilité, à toute épreuve, au-dessus des normes de l'époque. Ici, on aura moins de contraintes latérales par rapport à un juxtaposé, puisque ici, c'est dans le même alignement, et du coup, on n'a pas de forces qui vont aller d'un côté, suivant le canon qu'on va tirer, etc. Donc ça va forcer d'un côté, et puis après ça va forcer de l'autre, à chaque fois, avec les deux cartouches. Le plus aussi, c'est au niveau surface de verrouillage. Donc on a une surface de verrouillage ici sur le B25. Donc là, j'ai un autre verrou. On voit ici la surface de verrouillage qui est beaucoup plus importante que sur un modèle comme ceci, traditionnel. Ici, on n'a que cette surface de verrouillage qui va servir. Donc, beaucoup plus résistant à un B25 par rapport à un juxtaposé traditionnel. Il n'y a pas de photo. Ça, c'est pas possible de se tromper. La mécanique Browning, le système de verrouillage, est vraiment quelque chose qui a été conçu à la base pour perdurer. John M. Browning, lorsqu'il a pensé au B25, ne pensait pas du tout à de la consommation. C'est quelque chose qu'il voyait comme un outil très solide, et donc il est très très fréquent de voir des fusils qui ont 50 ou 60 ans, qui avec un minimum d'entretien tirent toujours dans des conditions absolument parfaites. Le plus vieux B25 que j'ai eu entre les mains, il date de 1935, où j'ai refait une crosse et longuesse, etc. Mais voilà, il n'y a pas de problème mécanique. Bon, c'était un double détente, mais voilà, au niveau fonctionnement, ça fonctionnait toujours très bien. La fiabilité, la durabilité, c'est une arme qui peut tenir, je pense, plusieurs siècles. Voilà, à partir du moment qu'il est soigné correctement. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier, finalement, cette arme? C'est principalement sa solidité et son équilibre qui fait qu'on parvient à tirer vraiment dans toutes les conditions, mais la solidité est quelque chose. J'ai un ami qui tire avec un Browning depuis des années, mais qui ne l'entretient absolument pas. Il est allé chez Browning avec son fusil, il était rouillé de partout, et l'armurier de Browning a dit « mais je ne comprends pas comment il tire ». Encore, mais c'est parce que c'est un Browning qui tire toujours, on le trouve dans tout, dans le monde entier. Moi, je tire énormément en France, et beaucoup de tireurs français sont avec des Browning pour la qualité du fusil. C'est une arme que vous pouvez pousser dans des conditions extrêmes d'utilisation pour certains types de tir au clay ou de chasse, que vous pouvez tirer 500 cartouches ou 1000 cartouches en une journée, le fusil va continuer à fonctionner. Dans les armes plus modernes, ce n'est pas toujours le cas. Le B25 est le chef-d'œuvre absolu de John Moses Browning. C'est sa dernière réalisation. Il a une place prédominante dans notre histoire, parce que c'est un fusil qui va bientôt avoir 100 ans. Donc c'est dire à quel point ce fusil a des qualités qu'on ne souhaite pas changer. Et donc il est devenu en quelque sorte l'ambassadeur de l'entreprise. C'est vraiment un fusil emblématique. On sait par exemple que les présidents français avaient une affection toute particulière pour le B25. Je pense notamment à Georges Pompidou, qui était un grand chasseur. Des acteurs, des célébrités comme Clark Gable par exemple, ont possédé des B25. C'est vraiment une arme qui est passée dans toutes les mains des grands de ce monde qui affectionnaient la chasse ou le tir sportif. C'est considéré ici comme le fleuron de la gamme. Complètement. C'est notre pinacle, nous en sommes excessivement fiers. C'est vraiment quelque chose qui est reconnu mondialement dans tout type de marché, autant pour la chasse et pour le sport. Et c'est ce qui va inspirer toutes les déclinaisons qu'on aura pu faire de fusils après celle-là. On considère qu'il y a eu plus d'1 million d'exemplaires produits pour le B25, avec des rythmes de production variables en fonction des décennies. Auparavant, c'est un fusil qui a une destination à être pré-industrialisé. On
J'entends par ça avec l'industrie de l'époque, c'est-à-dire une industrie où on intervient manuellement sur les pièces. Maintenant, le fusil est produit en toutes petites unités, il est passé vraiment dans une dimension totalement artisanale. On fait des pièces d'exception et donc les productions sont beaucoup plus limitées qu'auparavant, évidemment. Chaque année, il sort près de 80 fusils des ateliers Browning de l'AFN. Les maîtres armuriers de la Fabrique nationale vont apporter différents types de finitions qui prendront plus ou moins de temps à être réalisés selon les désirs de personnalisation des clients. La fabrication artisanale d'un fusil est un art qui demande l'intervention successive de plusieurs corps de métier. Nous sommes dans les ateliers Browning, ici à la FN à Herstal. Et la matière première dans la canonnerie où nous nous trouvons, ce sont des barreaux d'acier comme celui-ci, des barreaux qui sont encore pleins. Ça pèse évidemment son poids, à peu près 6 kilos. Et nous allons découvrir les différentes étapes qui vont permettre d'en faire le fusil de chasse qui est le fleuron de la gamme de Browning, le B25. Ces barreaux d'acier plein sont d'abord envoyés dans un autre atelier pour être perforés avant de revenir ici sous forme de tubes creux. Le canonnier va les assembler par deux pour former la paire de canons. Il utilise cette machine-outil fabriquée ici avec un système de chauffe à induction. En quelques minutes à peine, pour ne pas altérer la qualité de l'acier, les canons sont montés en température jusqu'à obtenir une couleur rouge cerise. Les canons sont soudés l'un à l'autre avec une baguette d'argent. Cette technique d'assemblage des canons est toujours considérée aujourd'hui comme la plus fiable et la plus durable. Ensuite, les bandes latérales et la bande de visée vont être soudées à l'étain. J'utilise le chalumeau pour chauffer à 250 degrés de manière à rendre l'étain liquide, pour permettre la soudure à l'étain. Puis on remet par-dessus de la colophane qui rend l'étain encore plus liquide et qui permet à l'étain de rentrer bien dans les bandes. La température de fusion de l'étain est plus basse que celle de l'argent. Si une des bandes est abîmée, comme elle a été assemblée à l'étain, il est donc possible de la remplacer sans altérer l'assemblage des canons qui a été réalisé à l'argent. Après ces différentes étapes, voici à quoi ressemblent les canons qui sont maintenant superposés. Ils sont amenés sur cette machine de reforage de canons. C'est une machine unique au monde. Elle a été conçue pour et par les ouvriers de l'AFN. Elle a été créée à peu près dans les années 50. Jean-François Panza est le technicien principal de l'atelier. Il va polir l'intérieur des canons à l'aide d'une longue tige au bout de laquelle se trouve un embout enduit de pâte abrasive. L'opérateur procède à des allers-retours en insistant sur les endroits où il doit enlever du métal. Les poussières métalliques sont évacuées par l'huile de colza qui y est déversée. Le canon sera reforé plusieurs fois au cours de sa fabrication jusqu'à obtenir son calibre définitif. Ce bruit, c'est le bruit caractéristique du B25, un bruit que tous les chasseurs connaissent, un bruit qui est dû à la qualité de l'ajustage des pièces, l'ajustage qui se déroule ici. Une fois que j'ai reçu le canon de mes collègues au garnissage, c'est d'assembler les trois pièces maîtresses ici du B25 que vous voyez. C'est-à-dire le canon, la bascule, qui sort de nos ateliers mécaniques, et la longuesse. Ces pièces-ci étant encore brutes de fabrication, je vais devoir les préparer, c'est-à-dire vérifier un certain parallélisme, un certain équerrage des faces intérieures que vous avez ici, que pour venir se positionner sur ce qu'on appelle ici la tête de canon. Voici une bascule complètement terminée et gravée. À l'intérieur est logé le mécanisme qui permet à l'arme de tirer. Pour comprendre son fonctionnement, petit détour par l'école d'armurerie de Liège. On appuie sur la détente. Le chien va taper le percuteur qui va défoncer l'amorce pour faire partir le coup.
Ici, on a accès au deuxième coup. Vous voyez que la masse ici, c'est placé en dessous de la gâchette ici. Donc quand je vais appuyer sur la détente, bah forcément, le deuxième va aussi partir. Ensuite, au niveau ouverture, bah, il va falloir manœuvrer la clé ici. Voilà. Et normalement, on va avoir l'éjection. Puisque les deux coups sont partis, les cartouches doivent être propulsées. Réarmement des chiens d'éjection, réarmement des chiens de percussion, et on peut recommencer indéfiniment. J'ai toujours mes 3 éléments, bascule, longue sphère et mon canon. J'ai ici devant vous une lampe à pétrole. Je vais faire charbonner la flamme et ça va permettre en fait de venir mettre une pellicule de carbone sur les faces qui vont être en contact dans la mesure où cette face-ci doit venir parfaitement en contact avec celle-là. Je mets du noir de fumée là où il faut. Je positionne la bascule. J'ouvre. Donc, nous avons au-dessus, ici, une belle couronne qui se dessine. Je vais devoir retoucher un petit peu ici en bas. Et grâce à une batterie de lime, reprendre légèrement en dessous. Par la suite, ce sera une succession d'opérations de ce type-ci. La bascule a été assemblée et finement réglée par le basculeur. L'arme va alors passer chez le relimeur. On va enlever de la matière, on va aussi la repousser. Pour la repousser, on va utiliser une série d'outils, parmi lesquels des outils qui n'existent pas dans le commerce, qui ont été fabriqués ici à partir d'une autre arme de la FN, des petits pistons comme ceux-ci qui vont servir pour repousser la matière. Voilà comment les fusils arrivent avec moi. Là, je viens juste de passer un coup de lime ici pour commencer à raser le fusil. Après, quand je vais vraiment être à plat, je vais commencer à arrondir les côtés pour après commencer à faire mes tracés, faire un tracé ici et faire mes palmettes qui sont ici. Et je vais venir avec mon burin, buriner pour enlever la matière. Il faut faire attention à son coup de burin parce que si on met un coup de burin au mauvais endroit, il faut tout recommencer, il faut même carrément changer de bascule. Et toutes les étapes qui ont été faites avant ont été faites pour rien. Donc forcément, oui, il faut faire extrêmement attention. Dans cet atelier, tout est fait à la main, ce sont des artisans. Par exemple, au niveau de la boiserie, eh bien, la crosse est faite à partir d'un bloc, comme celui-ci. Un bloc qui vaut entre 1000 et 2000 euros selon son veinage. Au niveau des origines, nous travaillons principalement avec du noyer turc, principalement pour les dessins. Étant donné que les arbres peinent un petit peu à pousser dans les montagnes, c'est ce qui leur donne justement le beau veinage, les beaux dessins. Sur un garde-main 3 pièces, on a vraiment des endroits qui sont extrêmement fins. Et ce sont des armes qui sont faites pour chasser à l'extérieur, donc ça va être soumis au froid, soumis à l'humidité. Et donc ici, le fait que ce soit ajusté le mieux possible permet que ça ne bouge pas. Ici, c'est une crosse, où on a au préalable fait tout un tas d'ajustages pour résister aux pressions de tir. Donc on va avoir des ajustages bien précis à effectuer. Donc ici avec de l'ocre, ce sont des pigments rouges que l'on vient appliquer sur les parties acier avec le pinceau et qui nous permettent de voir exactement où l'on doit reprendre ou non. Ici ce sont des crosses faites sur mesure du client. Quelqu'un qui va être plus grand que la moyenne ou de plus gros bras ou une plus grosse musculature. Ça va être pour s'adapter au tireur, pour que quand le tireur va être prêt à tirer, vraiment que ça lui tombe le mieux possible, que ça se fasse sans réfléchir. Voilà un outil tout à fait particulier dans cet atelier. C'est une pince qui va permettre de travailler sur les différentes faces de la longuesse en laissant la longuesse dans la machine. C'est un outil qui est passé de génération en génération et qui va permettre de travailler le quadrillage.
Le but de l'opération, c'est d'amener de la préhension à l'arme. Donc ce sont vraiment les parties qui sont prises en main par l'utilisateur pour lui donner du grip. Donc le but du jeu, c'est de tracer une ligne dans un sens. Ouais, donc avec le fameux outil, la fameuse fourchette. Quand tout mon côté est rempli, je vais recouper pour faire un losange en 3 dimensions. Une ligne dans un sens, une ligne dans l'autre. Le côté complexe de la chose, c'est que mon losange qui est ici en haut doit ressembler à mon losange qui est ici en bas. Le tout, bien entendu, sur une pièce en 3 dimensions avec des concaves, des convexes et tout ça. La particularité ici, dans cet atelier, c'est qu'on propose des armes sur mesure qui sont développées en fonction de clients spécifiques. Alors ça demande une expertise extrêmement pointue, par exemple de gravure, dans le travail du bois, dans le travail de l'acier. Et ça, c'est assez représentatif des expertises qu'a développé la société, le groupe Herstal, la FN et Browning depuis le 19e siècle. Des expertises qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école, mais que se transmettent les travailleuses et les travailleurs du groupe depuis maintenant plus de 130 ans. Ici, on a une équipe qui n'est pas toute jeune, mais on a tous les âges pour assurer cette transmission des savoirs qui perdurent de génération en génération. Dans cette petite bouteille se trouve de l'huile de lin cuite avec d'autres ingrédients. La recette est tenue secrète. Elle est utilisée ici à l'atelier du bichonnage de l'arme. C'est en superposant plusieurs couches comme ça qu'on obtient vraiment une brillance éclatante sur le bois, mais il faut voir plusieurs semaines pour avoir un état de surface comme on a vu précédemment. Moi j'ai fait mes années d'école, j'ai fait 5 ans à Léon-Mignon, ici à Liège. J'ai fait 3 années traditionnelles et puis j'ai fait 2 spécialisations. À l'école on nous apprend vraiment les bases, mais après il faut être motivé, il faut vouloir aller plus loin. Et quand on est jeune armurier, il faut vraiment, c'est la course au savoir, il faut vraiment essayer d'apprendre un maximum partout et essayer de prendre le plus d'informations possible et se faire sa propre méthode de travail par la suite. C'est une très grande fierté de travailler sur des produits comme les produits Browning d'ici, le B25, c'est un grand produit de luxe. C'est vraiment un chouette métier. C'est un monde un peu particulier qui n'est pas apprécié par tout le monde, mais moi c'est avec grande fierté que je travaille sur des armes de luxe. L'arme peut encore être embellie avec une gravure sur ses parties métalliques. La gravure se fait au départ d'un dessin sur lequel se sont mis d'accord le graveur et le client. La technique classique liégeoise, c'est la gravure au marteau et au burin. L'artisan va accompagner le geste en tournant avec tout le corps autour des pièces métalliques sur lesquelles il grave. Une autre technique, c'est l'usage d'une petite échoppe pneumatique. C'est donc toujours une technique manuelle, mais qui offre certains avantages. Ici, c'est une échoppe pneumatique, donc c'est vraiment... c'est la même chose que le marteau burin, sauf que ça me permet de travailler en dessous d'une loupe et d'avoir la même efficacité que le marteau burin. Alors, je ne dois pas forcer et ça me permet de faire des travaux comme ça assez précis. Les armes partiront chez leurs clients dans des valisettes comme celle-ci, où on peut mettre la bascule, la crosse, le canon, quelques objets pour le nettoyage, ainsi que les baguettes. Mais elles vont d'abord passer une dernière révision. Visuellement, on regarde l'état intérieur, qu'il n'y ait pas de petites grattes, qu'il n'y ait pas de petites piqûres, qu'il n'y ait pas de défauts, quoi. On reçoit toutes les pièces. Et alors on fait le montage de l'arme en noir, comme on dit proprement. Et alors on doit faire tous les petits réglages, les poids de départ, les éjections, faire comme quand l'arme arrivera chez le client. Une fois que tout est OK, à ce moment-là, je prends l'arme et je vais faire le tir d'essai pour que ça arrive chez le client, qu'il n'y ait aucun problème. Voilà le B25 terminé. Il aura fallu attendre parfois jusqu'à 2 ans entre la commande et la livraison au client, qui pourra l'acquérir pour une somme comprise entre 25 et 80 000 euros selon le degré de finition.
Voici un autre B25. Celui-ci est sorti des ateliers Browning il y a une 50aine d'années. Nous sommes ici chez Paul Pletzers, à Werbeaumont, sur la commune de Ferrières. La salle d'armes contient plus de 300 pièces, dont de très nombreux B25, parmi lesquels une paire particulièrement prestigieuse. Le propriétaire originaire de cette paire de fusils était le baron Empin. C'était un grand passionné de chasse à l'époque et j'ai eu l'occasion de racheter cette paire de fusils. On leur a donné une nouvelle vie, on a remplacé les crosses puisque les mesures de crosse ne convenaient pas. On a simplement remis les armes en état neuf et elles viennent d'être vendues maintenant à un collectionneur belge. Dans l'atelier, des artisans peuvent entretenir ou réparer les B25. Les armes, souvent âgées de plusieurs dizaines d'années, peuvent retrouver ici une nouvelle vie. C'est quand même une base belge, c'est un produit que nous aimons, c'est un produit de grande qualité, avec quand même le petit avantage que nous avons la FN qui n'est pas trop loin pour nous fournir certaines pièces détachées. Donc dès qu'on a besoin de percuteurs, ressorts, petites pièces, c'est une simplicité puisqu'ils se trouvent à Herstal et nous avons la possibilité de les acheter en tant que dealer FN Browning. On se rend compte qu'il y a plusieurs vies à une arme ou à un B25. Tout à fait. Nous avons ici une arme, venez voir, qui arrive finalement maintenant à sa 3e vie, puisque c'est une carabine express CCS-25 originale de base, qui a dû sortir des usines fin des années 70, début des années 80, qui a eu une première transformation, donc la gravure a été faite en son temps, avec cette crosse-ci et cette longuesse-ci. Cette arme, le monsieur, probablement étant âgé, a revendu cette arme, un jeune a racheté cette arme, et nous lui avons refait une nouvelle crosse, une nouvelle longuesse, remise à neuf complet des canons, et l'arme, donc, elle est partie pour une 3e vie. Et ça, c'est quand même exceptionnel, donc c'est vraiment étonnant, mais le B25 permet ça. Le B25 a été conçu à Liège il y a 100 ans. C'est la dernière invention de John Browning, un homme qui a révolutionné l'univers des armes à feu. Le B25 est donc l'héritage ultime que cet inventeur de génie a laissé aux Liégeois, un patrimoine qu'entretiennent avec excellence et depuis un siècle les artisans de la division Browning de la FN Herstal.